Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Génération Scanner. Alors si vous voulez vous divertir, vous interroger et vous amuser, vous êtes au bon endroit. Allez c'est parti, suivez-moi, on est là pour près d'une heure ensemble. Allez. Alors j'espère que tout le monde est bien installé parce que comme je l'ai dit, on est parti pour près d'une heure ensemble. Alors alors moi aujourd'hui je suis votre animatrice du jour, mais vous pouvez peut-être le voir, je ne suis pas la seule aujourd'hui autour de ce plateau. Il y a 3 autres membres avec moi, 3 membres de ce qu'on appelle la rédaction jeune chez Scanner. Mais Scanner c'est quoi? Scanner, c'est un média d'expression par et pour les jeunes. Donc en gros, on fait de la vidéo comme ici, on fait aussi de la radio, on fait de l'écrit, on fait des podcasts, bref, on fait plein de choses. Et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes puissent s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Alors donc aujourd'hui, on est là sur Vedia pour vous parler d'un sujet qui nous touche vraiment directement, mais je ne vais pas trop vous en dire maintenant, on aime bien garder un peu de suspense nous. Donc je vais d'abord commencer par faire un petit tour des présentations des 3 membres donc, qui sont autour de la table aujourd'hui avec moi. Alors on a d'abord une personne qui me ressemble beaucoup et pour qui maintenant les plateaux de Vedia sont vraiment très familiers. Romane, comment tu vas? Bah, ça va bien, et toi, comment ça va? Ah, ça va, franchement, ça va, tranquille. Bah, comme on fait d'habitude, je vais te poser une petite question qui n'a rien à voir, ou peut-être qui a tout à voir avec le thème, qui sait qui c'est. Moi, je voulais voir, vu qu'on est un peu le mois de la rentrée en septembre aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu pour ce mois-ci, cette semaine, je sais pas, qu'est-ce que tu as prévu pour les prochains jours, on va dire? Bah déjà, j'ai fait une année où j'ai dû faire un mémoire, et donc cette semaine, je vais devoir présenter mon mémoire, faire ma défense, donc voilà, un peu de stress, mais ça va aller. Oh là 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 là, ah oui, le stress du mémoire de fin d'année. Exactement. Ça va le faire, ça va le faire, tu vas voir. Merci. Mais du coup, tu parles du fait que bah, tu as fait des études universitaires et que tu dois défendre ton mémoire. Et justement, on a une autre membre qui commence tout doucement ses études supérieures, si je ne me trompe pas. Joudia, comment ça va, toi? Ça va super, ça va. Et ça va alors parce que toi, tu commences des études supérieures aussi, c'est ça? Et oui, j'ai commencé ce lundi. Oh, et ça va? Ça te plaît? Oui, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais c'est très différent de la secondaire. Ok, ok. Vraiment très. Mais c'est sympa quand même. Ouais, tu vas voir, franchement, je suis sûre que tu vas bien t'amuser. Tu fais en quoi, toi? Alors je fais... Oula, c'est le nom. Et en plus maintenant qu'ils ont changé les appellations, c'est chiant. Ah, Donc je fais un bachelier en enseignement section 3 sciences humaines. Donc en gros c'est prof d'histoire, géo, sciences éco, sciences sociales. ok, trop bien, trop bien. Justement, Judy, elle vient de quitter ses secondaires et Victoria, je pense que t'es un peu comme Roman et moi. Les secondaires, ça date, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, hein, vraiment, moi ça date vraiment de avant Covid carrément, donc c'est vraiment, c'est vieux comme le monde. Ah oui, quoi. je comprends. C'est vrai qu'avec Roman aussi, Ah ça ouais, date non, déjà d'avant. Et ça va aujourd'hui? Oui, ça va. Ça va. Oui, un peu fatiguée parce que j'ai commencé ma formation en tant que secrétaire médicale, mais Trop en bien. vrai, ça va. Je pète Cool. la forme pour l'émission en tout Ah, cas. ça va, ça va. Toujours là. C'est le principal. C'est le principal, comme tu dis, Roman. Bah oui. Bah, justement, vous l'aurez peut-être remarqué, toutes ces petites questions ne sont pas anodines parce qu'elles touchent elles touchent toutes, pardon, à l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de système scolaire. Mais on va pas vous parler que de système scolaire. Le système scolaire, c'est un peu le thème du mois chez Scanner, où on l'aborde aussi en radio et dans notre dossier thématique, donc à l'écrit. Mais on va angler ça de manière un peu plus précise ici, mais je vais pas vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Je vais laisser Victoria un peu vous faire deviner et vous faire comprendre ce que c'est. Et Victoria, tu vas le faire dans ta séquence, toi, qui s'appelle le QCM. Eh bien oui, je vais du coup faire ma séquence qui s'appelle le QCM. Donc je suppose que vous connaissez tous à peu près le concept d'un QCM. Hein. Je vais vous poser une question avec plusieurs réponses et vous allez juste devoir du coup deviner ce qu'est la bonne réponse. Mhm. Est-ce que vous êtes toutes à peu près prêtes Mais oui, bien pour sûr. la première question? Alors, on est dans la joie et la bonne humeur, mais la question n'est pas des plus joyeuses. C'est selon vous, combien d'enfants seraient impliqués dans une situation de harcèlement scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles? Alors, c'est soit 1 sur 3, 1 sur 5 ou 1 sur 10. moi j'aurais tendance, je me permets de commencer, à dire 1 sur 5,
Parce que 1 sur 10, malheureusement, ça me semble trop peu. Mhm. Et j'espère que c'est pas 1 sur 3 parce que ça me paraît vraiment, vraiment énorme. Mhm. Bah, moi, j'avoue qu'on n'est pas sûr pour rien parce que j'allais dire que A sur 5, ça me paraissait aussi le plus probable parce que A sur 10, c'est quand même, elle disait, trop peu pour moi, malheureusement. Mais tiens, j'ose espérer que c'est pas ça. Mhm. Et toi, Julia? Je vais être un peu la pessimiste du groupe. Mais pour moi, ce qui me paraît le plus logique, ce serait 1 sur 3. Parce que malheureusement, on vit dans une société où il y a énormément d'harcèlement. Et 1 sur 10, c'est pas possible. 1 sur 5, ça me paraît peu par rapport au sujet. Donc pour moi, 1 sur 3, c'est ce qui serait le plus logique, mais le plus triste. Mhm. Eh ben malheureusement, c'est Julia qui a raison parce que c'est 1 sur 3. Ça a été fait par une enquête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais pourquoi je vous parle de cela? Tout simplement parce que la lutte contre le harcèlement scolaire fait partie des mesures mises en place par le Pacte pour un enseignement d'excellence. Mais c'est quoi ce pacte au final? Bonne question. Ah, bonne question. L'objectif est de renforcer la qualité de l'enseignement pour tous les élèves, pour améliorer les résultats des élèves et réduire les inégalités scolaires. Ok. Et donc le pacte agit en profondeur sur toutes les dimensions du système scolaire, dont l'apprentissage, pour que chaque élève acquiert des savoirs et des compétences essentielles à son épanouissement, notamment du coup la création d'un tronc commun jusqu'en 3e secondaire. C'est un parcours d'apprentissage commun pour tous les élèves de la première maternelle à la 3e secondaire, avec 8 domaines d'apprentissage que vous pouvez voir sur l'écran devant vous. Il y a aussi la valorisation de l'enseignement qualifiant et la transition vers le numérique. Donc ça, c'est les apprentissages. Ensuite, ce que nous avons, c'est l'organisation de l'école. C'est les fameuses 7 semaines de cours et les 2 semaines de vacances, ce qui fait qu'ils ruinent totalement les 2 mois de vacances scolaires qu'on aimait tant, hein, bien évidemment. Mais aussi, et ça je trouve ça vraiment très chouette, c'est la gratuité réelle de l'école. C'est en gros, l'école fournit gratuitement l'ensemble des fournitures scolaires jusqu'à la 3e primaire. Wow. Ah ouais. Oui, je trouve ça bien parce que du coup, c'est vraiment... ça permet aux personnes qui sont en difficulté financière de vraiment ne plus avoir ce problème-là, quoi. À fond, à fond. Comme autre point parmi les autres dimensions, il y a les métiers de l'école. Ça, c'est en valorisant du coup mieux le métier. Voilà. Et le climat et le bien-être à l'école, ce qui est donc la volonté d'apporter des mesures concrètes pour lutter contre le fléau du cyberharcèlement. Et harcèlement. Ah oui, d'où ta première question avec Voilà, le harcèlement. ceci explique cela. C'est ça. Mais en parlant de ceci explique cela, j'ai une petite question concernant ce pacte. Ouh là là. C'est, du coup, la suite de mon QCM. Vous allez voir. À votre avis, en quelle année le processus d'élaboration de ce pacte a été officiellement lancé? En 2005, 2015 ou en 2022? Ah bah moi justement j'allais te poser la question juste encore bien que t'as dit que t'avais une deuxième question parce que j'allais justement te dire mais il date de quand? Alors attends, je regarde les propositions qui s'affichent à l'écran, mais donc écoute 2005 ça me paraît beaucoup trop vieux personnellement, mais 2022 ça me paraît beaucoup trop récent, donc dans la logique des choses je vais dire 2015. Moi j'aurais misé sur 2022. Parce qu'en 2022, j'étais plus en secondaire et le pacte s'applique bien, c'est ça, de maternelle à secondaire, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc moi j'étais plus et j'ai l'impression, entendu parler de ça quand j'étais en secondaire. Donc je me dis que c'est peut-être après mes secondaires, donc peut-être 2022. Et toi, Julia? Alors pour moi, la réponse 2022 me paraît juste inconcevable parce que quand... Désolée. Quand il y a ce genre de mesures qui sont prises, surtout qu'il y a beaucoup de poids, ça doit être calculé, Enfin, calculé c'est un grand mot, mais vu par des professionnels. Donc 2022, ça me paraît très 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 récent. 2015, ça pourrait être plausible, mais je me dis, vu le temps de préparation à mes yeux qu'il devrait avoir pour un pacte avec autant d'ambition, pour moi 2005 pourrait être une bonne réponse, ou pas. Suspense. Eh bien, cette fois-ci, c'est Romane qui avait raison avec 2015. Ouais, yes. Voilà. Mais techniquement, c'est pas tout à fait vrai parce que le début d'impulsion du pacte du gouvernement, c'est en 2014. Ok. Ok.
avec la volonté du gouvernement de revoir en profondeur l'enseignement pour avoir un système scolaire plus efficace et plus égalitaire en phase avec la société du XXIe siècle. Ok. Et en janvier 2015, du coup, c'était le processus de création du pacte qui est officiellement lancé. Mm. Donc c'est là où c'est du coup avec des états de lieu, du système, des groupes de travail qui définissent ce qu'est l'école au XXIe siècle, des sciences d'info, etc., etc. Mm. Mais du coup, les premières mesures du pacte qui sont mises en œuvre sont à la rentrée 2017. Voilà, Ok. c'est déjà bien. Et alors là, c'était en 2017, c'était pour tout le monde, pour maternelle, primaire et secondaire. Du coup, oui, c'était du coup de début maternelle jusqu'à troisième secondaire. Ah, mais je suppose qu'ils ont commencé peut-être d'abord en maternelle. Ils ont fait par échelon. Ah, ok. C'est vraiment par année dans les différentes ça. écoles. Il y avait aussi des écoles pilotes et Ah, tout au ok. début. Donc c'est normal si par exemple tu disais que tu n'avais pas Mhm, vu ok. au début d'année et tout. Oui, c'est normal du coup Ah. parce que ça a été petit à petit. Ok. Ah oui, Comme on ok, dit, oui. petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et pour info, 4 ministres vont se succéder à la mise en place de réflexion, amélioration de ce pacte de 2014 à 2025. Ce qui explique donc qu'il y a eu des changements ou des retards en termes de mise en place, que ce soit parce que tout le monde voulait mettre sa petite touche personnelle au projet ou tout simplement pour améliorer ce qui ne fonctionne pas selon le parti ou ce qui était remonté sur le terrain, bien évidemment. Ok. Alors, tout ça n'est pas venu d'un seul coup, bien évidemment. Que vous pouvez voir sur l'écran que c'est une mise en œuvre progressive. Il y a eu, par exemple, une formation de lutte contre le harcèlement scolaire pour les éducateurs en 2018 Ok. ou des nouveaux rythmes scolaires en 2022. Et donc, ça fait 10 ans d'élaboration, de réflexion, mise en œuvre, et c'est toujours en cours actuellement. Mm. Donc vraiment dans l'idée de reformer le système scolaire sur le long terme. Ok, ah ouais. Voilà. Bah, c'est normal, sinon on n'a pas ressenti trop les effets. Mais Ah est-ce oui. que toi, Julia, par exemple, tu as ressenti alors les effets, vu que toi, tu as commencé en secondaire en quelle année? 2019-2020. Ouais. Et toi, tu as ressenti alors les effets de cette réforme, tu penses? Alors, si je devrais donner 2 points qui m'ont le plus impacté, entre guillemets, je dirais que ça a été l'interdiction du téléphone à l'école et le nouveau système de vacances. Pour les vacances, j'avoue qu'au début, ça a un petit peu ennuyé tout le monde parce que nous, on était heureux d'avoir nos 2 mois de vacances Ah. et passer de 2 mois à 6 semaines, c'était très perturbant parce que Ouais. à la base, on finissait en juin, on reprenait en septembre, puis là, on finit en juillet, puis on reprend en août. C'était très perturbant au début, mais le fait que ce soit 7 semaines de cours puis 2 semaines de vacances, j'ai trouvé ça super intéressant parce que on était moins fatigués au bout de cette semaine que quand on avait des plus gros écarts. ok. Et par rapport du coup à l'interdiction du téléphone, moi je l'ai vécu un peu avant la mise en place officielle parce que mon école l'avait mis en place avant, mais j'ai trouvé que ça restait au final une bonne mesure. On avait quand même le droit au téléphone pour des raisons éducatives, mais en dehors de ça, ça nous permettait de rester vraiment concentrés en classe et je trouvais ça quand même intéressant. C'est ce que j'ai le plus ressenti. C'est ça. C'est marrant comme mesure parce que finalement, je parle du coup pour Emma et moi, mais nous, dans notre école secondaire, on a la question du téléphone s'est jamais posée. Et en fait, l'interdiction était depuis quasi, enfin, je ne veux pas dire depuis toujours parce que je ne sais pas, mais finalement, on n'a jamais pu avoir notre téléphone. Donc, c'est marrant finalement d'inclure une règle spécifique là-dessus, alors que dans certaines écoles, c'était déjà la norme de ne pas utiliser le téléphone. Je ne sais pas si toi, c'était Moi, pareil. c'était pareil, oui. Ma première secondaire à l'intérieur de l'Erstal, c'était pareil. C'est directement retiré du truc. Ah ouais? Ah oui, ouais. non, j'avais jamais eu droit au téléphone. On était les petites racailles qui se cachaient derrière la veste à regarder si maman avait bien été chercher les chips ou quoi. Vraiment. Exactement. Ah oui, Nous, non, ça a été autorisé de notre première jusque, je pense que c'était en troisième. En troisième, ils ont instauré le jeudi sans téléphone. C'était pour nous habituer à l'interdiction qu'ils ont mis en place quand je suis rentrée en 4e secondaire. Mais du coup, à la base, nous, c'était autorisé. Enfin, c'était autorisé, par exemple, sur récré, temps de midi. Ah oui. C'était pas autorisé en classe. Ça a jamais non, été. ça, personne. Mais en fait, il y avait eu beaucoup de problèmes et je pense que c'est aussi une des raisons de pourquoi c'est interdit. Mais que ce soit la déconcentration ou les photos et le cyberharcèlement, au final, je pense que c'était pour un mieux, cette interdiction. Oui.
Et finalement, peut-être que aussi, tu parlais aussi, je sais pas si on a encore un peu le temps pour cette séquence, mais voilà. Mais du coup, même avec les vacances, ça a peut-être aussi perturbé parce que du coup, les vacances tombent plus en même temps et tout. Mais bref, peut-être qu'on parlera de ça un peu plus tard, je sais pas si. C'est vrai qu'on pourra peut-être parler de ça un peu plus tard parce que du coup, on a pu voir avec Victoria qu'il y avait eu des réformes scolaires au niveau maternelle, primaire, secondaire. Mais on va voir avec toi, Roman, que les réformes, elles n'ont pas touché que ce niveau-là, elles ont aussi touché les études supérieures. Et donc, Roman, je vais te laisser nous parler un peu des réformes au niveau supérieur. Et pour ça, tu vas le faire dans la séquence qui s'appelle le d'accord, pas d'accord. Donc le d'accord, pas d'accord, c'est assez simple. Je vais vous poser une question et vous allez devoir me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette question. Mais avant ça, je vais peut-être d'abord faire un point un peu théorique et vous parler du décret paysage qui concerne donc l'enseignement supérieur. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du décret paysage, mais il est apparu en 2013 et il visait à harmoniser le système belge francophone au modèle européen. Alors ce qui a surtout fait parler ces derniers temps par rapport à ce décret, c'est qu'il y a eu une première réforme avec la ministre de l'enseignement supérieur Glatigny qui a été mise en application à partir de septembre 2022. Et donc cette première réforme, elle visait justement à... le but était de revoir le premier décret paysage parce qu'on trouvait qu'avec celui-ci, il y avait un allongement des études assez conséquent et donc le but c'était de lutter contre cet allongement des études. Et alors le décret, la réforme du décret paysage va concerner surtout les PAE et la finançabilité. Donc les PAE, c'est le programme annuel de l'enseignement. Alors petit aparté, il va y avoir aussi des petites modifications. Par exemple, en avril 2024, il va y avoir un moratoire. Donc un moratoire, ça veut dire qu'on va suspendre les règles qui vont être mises en place. Et ça va durer pour l'année 2024-2025. Donc maintenant, ce n'est plus d'application. Donc c'est les règles que je vais vous énoncer, c'est à partir de la rentrée de septembre 2025. Donc maintenant qu'elles vont avoir lieu. Donc accrochez-vous, je vais vous expliquer les nouvelles règles. Alors, pour expliquer peut-être aux plus jeunes ou alors à ceux qui n'ont pas connu ça, il faut savoir que dans l'enseignement supérieur, on a ce qu'on appelle des crédits. Donc un crédit, ça va équivaloir à 30 heures d'apprentissage, on va dire, c'est-à-dire des heures de cours, des travaux pratiques, l'étude à domicile, etc. Et chaque cours va être composé d'un nombre de crédits. Et alors, pour pouvoir réussir un cours, il va falloir avoir 10 sur 20 et du coup, on obtient l'ensemble des crédits de ce cours. Alors, jusque-là, j'espère que vous suivez. Et donc, il faut savoir qu'en fait, une année académique va valoir 60 crédits. Et donc, on va avoir presque la plupart du temps un bachelier qu'on appelle donc de 180 crédits, c'est-à-dire 3 fois 60 crédits, souvent répartis en 3 ans, mais ça peut être plus. Et on va avoir des masters de 120 crédits, donc 2 fois 60 crédits. Alors il faut savoir qu'avant, l'objectif, c'était d'atteindre 45 crédits pour pouvoir passer dans l'année supérieure. Donc si on avait 45 crédits, on devait bien sûr repasser ses anciens cours, mais on pouvait quand même considérer, par exemple, si on était en bac 1, on pouvait être considéré comme en bac 2, mais avec des casseroles. Et alors, en fait, ce que la première réforme va faire, finalement, c'est qu'elle va dire qu'on ne va plus partir de ce principe qu'on peut avoir 45 crédits, mais que, par exemple, si on est en bac 1 et qu'on a 45 crédits, on reste en bac 1, on ne passe plus en bac 2. Donc, il faut maintenant avoir les 60 crédits pour passer dans le bloc supérieur. Alors, il va y avoir des petites subtilités. Par exemple, on va voir que si on a entre 55 et 59 crédits, on va donc être considéré comme en bac 1, mais on pourra quand même prendre des cours de bac 2 pour s'avancer, et on pourra aller jusqu'à 65 crédits avec l'accord du jury. Si on a entre 45 et 54 crédits, on pourra faire la même chose, prendre des cours de bac 2, être considéré comme bac 1, et aller par contre jusqu'à 60 crédits. On ne pourra pas aller plus loin. Alors, il y a encore d'autres exceptions. Par exemple, quand on a entre 30 et 44 crédits, on devra obligatoirement avoir l'accord du jury pour pouvoir prendre des cours de bac 2. Et enfin, on pourra aussi demander des programmes ou activités d'aide à la réussite. Ça, c'est une nouvelle chose qui a été mise en place avec cette réforme. Et enfin, si on a entre 1 et 29 crédits, on va finalement pas pouvoir prendre de cours de bac 2 et on sera obligé d'avoir ces cours et ces activités de remédiation pour essayer finalement de désengranger peut-être le mécanisme dans lequel on était qui nous fait rater. Et donc voilà, c'est censé normalement nous aider pour réussir l'année d'après. Et si on a 0 crédit, malheureusement, on sera obligé de se réorienter. Et donc en gros, t'as ta première année, t'as tous les cours de ta première année et pour être considéré officiellement comme en deuxième année, tu dois avoir réussi tous tes cours, c'est ça? C'est ça. Avant c'était 45, mais maintenant tu dois avoir réussi tes 60 crédits pour pouvoir être considéré comme dans l'année d'après.
Et alors, il y a aussi une petite question en lien avec la finançabilité et avec la durée des études. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on va donner un nombre limite d'années pour réussir ses études. Par exemple, pour notre première année, notre premier bachelier, on aura 2 ans maximum. Pour notre bachelier de manière générale, donc les 180 crédits, ça ira jusqu'à 5 ans. Et alors, si on regarde par rapport au master, ça va durer le master, les 2 années, on va plutôt dire les 120 crédits de master, il faudra les réussir en maximum 4 ans. Et il y a d'autres masters plus spécifiques, par exemple ceux de 180 crédits, ce sera 6 ans, etc. Donc, on aura des limites et on pourra, si on se réoriente pendant cette période-là, on va ajouter 1 an en plus. Donc, ce sera un bachelier en maximum 6 ans et un master en maximum 5 ans. Et alors, il faut savoir que, du coup, d'abord, peut-être non, avant d'aller plus loin, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je vais peut-être d'abord vous poser la petite question que je m'étais posée. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose de durcir les conditions pour réussir son année et de limiter le nombre d'années pour réussir ses études? Moi, comment dire? Moi, je trouve que quand on décide de pas se réorienter et qu'on décide d'être dans les mêmes branches d'études, dans la même faculté, je pense que c'est pas une si mauvaise chose que on limite le nombre d'années et le nombre de fois qu'on peut faire tel nombre, par exemple, qu'on limite le nombre de fois on peut faire ça bac 1, je trouve ça, voilà. Mais je trouve que c'est dommage que on bloque si après on veut se réorienter et tout ça. Donc, dans le principe de dire tel nombre d'années, pourquoi pas, mais il faut quand même que ce soit assez souple alors. Oui, c'est vrai que peut-être aparté pour justement après avoir votre avis, pour avoir l'avis des autres, mais il faut aussi savoir que du coup, si on n'arrive pas à faire ses études dans ce temps imparti, on ne sera plus finançable par l'université ou par la haute école ou tout enseignement supérieur, et du coup, on sera souvent contraint de chercher finalement un travail ou bien d'aller dans des filières de formation pour adultes. Donc, c'est pour peut-être clarifier que finalement, c'est quand même assez contraignant. Est-ce que vous trouvez du coup que, par exemple, Joudia, tu trouves toi que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose cette réforme? Je pense qu'il n'y a pas de réponse en oui ou en non. Donc, je peux pas dire d'accord ou pas d'accord. J'ai ruiné toute la séquence. Non, sérieusement, je pense que le fait que ça soit limité, c'est une bonne chose parce que dans certains cas, il y a des élèves qui vont un peu avoir la flemme de travailler, ils vont se dire c'est bon, c'est pas grave, je peux passer en bac 2, mais avec mes restes de bac 1, puis tant pis. Et je trouve que c'est une bonne façon d'un peu se motiver, d'avoir cette pression, entre guillemets. Mais d'un autre sens, il y a aussi des élèves qui ont des difficultés. Il y a des élèves qui ont peut-être des troubles d'apprentissage, etc. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes et à faire du cas par cas. Sauf que malheureusement, c'est un peu compliqué de faire du cas par cas, surtout dans les études supérieures. Mais je pense que, par exemple, pour moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de facilité par rapport aux études, pour moi, je vais dire c'est logique d'avoir 10 sur 20 à tous mes examens. Et du coup, je veux dire 2 ans, c'est une bonne chose parce que si par exemple j'arrive, je me dis c'est bon, en vrai, je peux le repasser l'année prochaine, je peux, entre guillemets, m'auto-faire rater en me disant que je peux le repasser. Alors que pour des personnes qui ont des difficultés, là, je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes et au cas par cas. Ok. Et Victoria, toi, t'es d'accord avec ça? Je suis un peu du même avis que Joudia, oui, que ça dépend du cas par cas, parce que, comme tu disais, toi, tu fais partie des personnes qui ont des facilités, et moi, justement, je fais partie des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage. Vraiment, moi, les trucs trop fat, trop denses, je peux vraiment pas tenir un cours comme ça. Du coup, j'ai beaucoup plus de difficultés à retenir les choses, et donc, il me faut beaucoup plus de temps pour justement apprendre et retenir les choses correctement en fonction de telle ou telle façon ça a été fait. Et donc, voilà, exemple tout con, voilà, je fais une formation de secrétaire médical qui est censée durer 1 an. Là, je prolonge mon année sur 2 ans parce que justement, c'était beaucoup trop dense pour moi et du coup, j'ai pas réussi à vraiment gérer tous les cours. Et du coup, maintenant que c'est réduit, je m'en sors beaucoup mieux parce que du coup, j'ai du temps pour aussi reposer, etc. et tout. Mais je pense aussi que, voilà, par exemple, dans le cas il y a une limite de temps, il y a une espèce de deadline pour apprendre tous les cours et savoir réussir tout. Pour les personnes qui sont en difficulté de style santé, maladie ou imaginons quelqu'un qui apprend super bien et puis boum, accident de voiture, il est hospitalisé pendant 2 mois, il peut pas participer à ses cours, il se retrouve dans une mouise totale, quoi. Et c'est ça que je dis que ça dépend vraiment du cas par cas. Parce qu'il y a des personnes qui profitent de pouvoir recommencer et tout, etc., parce qu'ils ont la flemme, qui du coup, c'est
du coup, ça permet de les recadrer et de les amener à justement se motiver et à rester dans le droit chemin et de continuer. Et puis ces personnes qui n'ont pas choisi d'être en difficulté et qui ont plus de mal et qui du coup devraient avoir plus de souplesse dans leur cas pour pouvoir mieux les aider vers la réussite et pas qu'ils se retrouvent à leur insu dans le monde du travail parce que on leur a dit d'aller gentiment dire au revoir, quoi. Je veux dire. Oui. Et justement, si je peux juste, et après, voilà, c'est que, comme tu disais, on voit que finalement, ça va créer vraiment une inquiétude pour beaucoup, beaucoup d'étudiants. Enfin, moi d'ailleurs, je trouve que je comprends l'idée de limiter les études, mais je trouve que parfois, ça peut être un peu, enfin voilà, ça peut poser des problèmes. Et juste pour donner un tout petit nombre, par exemple, la Fédération des étudiants francophones, en avril-mai 2024, elle va dire qu'il y aura plus ou moins 70 000 étudiants qui vont risquer d'être exclus du financement public, ce que la ministre actuelle de l'enseignement supérieur, Madame de Gries, dira justement que le chiffre est trop important, donc à voir un peu finalement quelle est la réalité, parce qu'il faudra voir un peu ce que ça donne avec cette année, mais donc on voit que finalement ça va faire une crête chez beaucoup de personnes de ne pas être financées, donc voilà, on voit que la réalité quand même, ça fait beaucoup de crête chez beaucoup de personnes, quoi. Justement, par rapport à ça, on va voir que les étudiants, ils sont pas tous d'accord avec ces réformes. Justement, nous, on a donné notre avis sur un peu les réformes, mais on a voulu voir aussi, avec Scanner, ce que les gens dans la rue en pensaient, ce que les jeunes en pensaient. Et donc, on a fait ça avec un micro-trottoir. Et donc, on va faire ça avec Victoria et Alexandra qui ont été filmés. Et ça, c'est la séquence qui s'appelle le Dans la rue. Salut la team. La réforme du système scolaire fait beaucoup parler. Mais qu'en pensent vraiment les jeunes? Nous partons à leur rencontre pour recueillir leur avis. C'est parti. Que pensez-vous du système scolaire suite à la réforme? J'ai beaucoup de cas d'amis qui soit sont dans le cas de... Ils faisaient leurs études tranquillement et là d'un seul coup ils se retrouvent plus finançables du jour au lendemain et c'est la catastrophe. Ou j'ai d'autres cas de gens qui au contraire ont fait leurs études il y a déjà un petit moment mais ils les ont fait ils ont fait leur bachelor et master sur 8 ans, voilà, au lieu de sur 5 ans. Et aujourd'hui c'est des professionnels parfaitement intégrés qui sont tout à fait compétents. C'est vraiment très très bête pour moi si on veut faire des économies et relancer une certaine dynamique dans la région wallonne en tout cas, je peux pas parler pour la Flandre, c'est de couper dans l'éducation. Pour moi c'est vraiment le pire truc qu'on puisse faire. Alors je pense que cette réforme nous rajoute beaucoup de travail qui finalement nous laisse plus de place pour la pédagogie. Donc on passe du temps à faire des réunions, à remplir des formulaires, des papiers qui ne servent pas concrètement les élèves, et au détriment de ce qu'on doit faire dans nos classes. Le système scolaire, suite à la réforme des 7e années qui ne peuvent plus, quand ils ont obtenu le CESS, ne peuvent plus accéder à une année supérieure. Je trouve que c'est, on va dire, un peu triste et dégueulasse pour les jeunes de maintenant, parce qu'il faut former les jeunes à l'heure actuelle. Parce que plus personne n'est motivé, donc en coupant ça démotive encore plus les jeunes. Les enfants qui viennent d'un milieu plus populaire ou d'un milieu qui n'a rien à voir avec les études, arriver à l'université, c'est déjà apprendre tout un monde de sociabilité, donc ça prend déjà 1 an à peu près pour s'adapter. Et si maintenant, avec la nouvelle réforme, s'ils prennent 1 an pour s'adapter, c'est pas compliqué, il leur reste 1 an pour absolument réussir tous leurs cours de bac 1. C'est pas faisable en fait. Et si tu devais changer quelque chose dans le système scolaire, ce serait quoi? Trouver plus de profs et faire attention aux élèves, les mettre sur le droit chemin, simplement. Moi je pense plus au secondaire qui, moi, ça a été une période absolument horrible de mon adolescence. Avoir un système beaucoup plus diversifié qui permette un petit peu plus aux gens de se rendre compte de ce qu'ils veulent faire. Il y a beaucoup de choses à changer, mais je pense que déjà nous laisser le temps de faire notre travail correctement, arrêter avec les promesses en l'air et nous donner du vrai co-enseignement. Il y a une vraie pénurie, donc il faudrait revaloriser notre métier. Moi je pense qu'il faudrait arrêter de séparer les gens entre métiers manuels et métiers intellectuels tout le temps comme ça et laisser les gens un peu faire leurs preuves dans ce qu'ils veulent. Les jeunes ne manquent pas de choses à dire sur la réforme scolaire. Et vous, qu'en pensez-vous la team? À la prochaine! Alors on a pu voir un peu donc ce que les jeunes pensaient de la réforme. Donc je pense qu'on en a déjà beaucoup discuté. Donc on va peut-être voir un peu. Moi il y a un point qui m'a interpellée, c'est un des jeunes qui disait que on séparait fort tout ce qui était manuel et tout ce qui était plutôt, on va dire, intellectuel. Est-ce que pour vous cette séparation entre intellectuel, manuel et donc peut-être haute école, université, elle a toujours lieu? Oui. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Victoria, par exemple, toi. Personnellement, je trouve oui, parce que moi, je prends un exemple du coup sur mon vécu qui a fait des études supérieures et puis formation, notamment en ce qui concerne les stages.
Parce que, voilà, par exemple, j'ai fait une année en infirmière. Pour le stage d'infirmière, en fait, c'est l'école qui donnait directement la priorité en mode toi, tu vas dans telle école, toi, tu vas dans telle école, hôpital, ainsi de suite, etc. Tandis que là, par exemple, je fais ma formation de secrétaire médicale. Là, c'est nous qui devons chercher et nous démerder. Sauf qu'on reçoit énormément de refus. Parce que, en fait, les écoles supérieures sont priorisées, en fait, tout simplement. Et du coup, tu te retrouves à chercher, de base, tu vis sur Liège, tu dois finir par chercher à Bruxelles, Moucron et tout le bordel, parce que, t'es vraiment pas favorisé du tout, quoi. Du coup, je trouve que c'est pas très correct. Et du coup, évidemment, t'as cette cet énorme trou, cet espace de favoritisme, en gros, entre gros guillemets, entre les hautes écoles, parce que c'est bien vu, c'est les études, c'est les étudiants, c'est la jeunesse. Les formations, c'est plutôt la réorientation, c'est souvent des personnes plus adultes qui font ces formations et tout. Et du coup, nous, on est laissés sur le côté à notre insu, en fait. Et je trouve que même ça se marque aussi super fort aussi entre l'UNIF et la haute école. Je trouve que l'UNIF, c'est toujours valorisé, genre, ah oui, moi j'ai fait je dis ça sans, voilà, alors que moi j'ai fait l'UNIF, hein, mais on dit toujours, ah oui, l'UNIF, c'est vraiment le Graal, alors que finalement on dit, tu peux faire la haute école. Enfin, en tout cas, moi, dans l'imaginaire, c'est un peu ça que j'ai déjà entendu des avis de, oui, toi, t'es juste en haute école, alors qu'il y avait l'UNIF et tout, mais finalement, l'UNIF, je trouve que c'est pas toujours une bonne chose, parce que comme on disait, pratique ou théorique, finalement, c'est pas que par la théorie qu'on va réussir à... Parfois, la pratique et la haute école, c'est super utile dans plein de domaines, quoi. Donc, Justement, Joudia, toi qui as dû choisir un peu UNIF, haute école, t'as ressenti un peu cette pression d'aller vers tel ou tel établissement ? Oui. En fait, il y a eu plusieurs choses, ça s'est passé en plusieurs étapes. Ok. Déjà, en secondaire, on fait que la promotion de l'université. Je trouvais ça limite choquant, parce que vraiment, on aurait dit que les hautes écoles n'existaient pas. Vraiment, c'était l'université de Liège, l'université de Bruxelles, et je trouvais ça pas logique, vu qu'on habite Verviers. Je veux dire, il y a même des hautes écoles à Verviers. Donc, c'était un peu le moment de mettre... je sais pas comment dire, mais genre de montrer qu'il y a aussi d'autres choix, qu'il n'y a pas forcément l'université. Et puis aussi, par exemple, moi qui fais prof, j'avais le choix entre soit la haute école, qui est en 4 ans maintenant, donc c'est plus un bachelier, c'est un master aussi. C'est juste que c'est un master fait à la haute école. J'ai des cours à l'ULiège, ou j'avais le choix alors au master 2, qui était la prof dans le degré supérieur, complètement à l'université. Mais je trouve que, par exemple, ce que le jeune a dit avec on valorise toujours l'intellectuel au manuel, c'est vrai, parce qu'à la haute école, pendant les 3 ans, les 4 ans, du coup, on a des cours de pédagogie. Donc, dès le début, là, aujourd'hui, j'ai eu des cours où j'étais en train de définir l'identité de la prof, de savoir comment réagir dans certaines situations. Alors qu'à l'université, c'est seulement 3 ans. Le bachelier, c'est que de la matière pure. Ah oui. Et puis les 2 ans, c'est de la pédagogie. Et du coup, je trouve que c'est pas non plus super. Je me dis, c'est comme ça que j'ai un peu fait mon choix. Et ça m'a un peu dégoûtée de tout le temps entendre la haute école, c'est moins bien que l'université, parce qu'on me l'a dit un million de fois. J'en pouvais plus. Mais personnellement, je m'amuse super bien à haute école, même si ça fait que quelques jours. Mais je pense qu'à l'université, j'aurais décroché directement, parce que de la théorie, pour moi, c'est pas possible. Et justement, il y a une des intervenantes aussi dans la vidéo qui disait qu'il y avait une pénurie de profs. Est-ce que tu la ressens même Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves, par exemple, qui sont là pour apprendre à être prof d'histoire ou autre avec toi ? Alors, malheureusement, oui, c'est un métier en pénurie, mais c'est plus un métier qui attire autant qu'avant. Il y a un bon nombre de raisons que je ne connais pas encore toutes, malheureusement. Mais par exemple, en sciences humaines, on est 5, dont 2 étudiantes en Erasmus qui repartiront du coup à la fin du premier quadrimestre. Donc on ne sera plus que 3. Sur tous les profs du degré inférieur de secondaire dans l'école où je suis, donc la haute école de la ville de Liège, on est 25. Et donc c'est vraiment pas beaucoup. Et oui, c'est un métier en pénurie, c'est vrai, mais en attendant, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose qui attire maintenant les jeunes à vouloir faire prof, malheureusement, c'est triste. Et justement, tu parlais d'Erasmus, et c'est un peu en lien avec ta prochaine séquence, parce que du coup, on a vu comment était le système scolaire belge, les différentes réformes qu'il avait traversées, on a vu également ce que vous en pensiez, mais on va voir qu'il n'y a bien sûr pas que le système scolaire en Belgique, il y a d'autres systèmes scolaires d'autres pays qui sont quand même assez différents. Et justement, Joudia, c'est toi qui vas un peu nous parler de ces systèmes scolaires étrangers, et tu vas faire ça dans la séquence qui s'appelle l'Info Intox.
Et oui, après des séquences très théoriques, on fait des recherches. Moi, je viens sur un truc un peu plus cool. Comme j'ai dit il y a 2 secondes, je ne suis pas dans la théorie. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un info intox, sachant que j'ai fait un petit Erasmus l'année passée, d'une semaine. Et j'ai découvert, par exemple, qu'en Espagne, ils finissaient les cours à 14h pour pouvoir faire des activités sportives toute l'après-midi. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je me suis intéressée aux différents types de systèmes scolaires qu'il y avait un peu partout dans le monde. Et donc, je vais vous donner quelques affirmations. Et vous allez me dire si pour vous c'est une info ou une intox. Ok. Vous êtes prêtes? Yes. Alors la première, en Indonésie, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une info ou une intox? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une info parce que j'ai l'impression que l'Indonésie, c'est quand même un pays qui est plus pauvre que le nôtre. Et donc, je me dis qu'à mon avis, on a envie de faire en sorte que les jeunes puissent vite être mis au travail. Et donc, moi, je dirais que 15 ans, ça m'étonnerait pas que ce soit, entre guillemets, que ce soit jusque-là l'obligation, on va dire. Ok. Bah, moi, je crois que je vais dire FO, mais voilà, Emma a déjà résumé à peu près ma pensée, donc je crois que je vais juste dire FO et pas plus. On est connectés. Et toi, Victoria? Je pense aussi que c'est une info, je veux dire, c'est à peu près pour les mêmes raisons que Emma a dit, elle a super trop bien dit les choses. Mais oui, vu l'état financier et tout de l'Indonésie, ça m'étonnerait pas que les jeunes aient peut-être plus envie de travailler plus tôt pour aider leur famille et autres, et que du coup l'obligation soit décalée à 15 ans. Eh bien, vous êtes très très forte. C'était bien une info. Donc 15 ans, c'est l'obligation scolaire la plus jeune qui existe dans le monde. Et c'est la même au Japon et au Sénégal. Alors, le Japon, je pense que ça peut paraître un petit peu surprenant étant donné que le Japon est connu pour un enseignement très compliqué qui parfois, malheureusement, pousse à bout certains étudiants. Mais c'est 15 ans aussi là-bas. Et à titre comparatif, par exemple, en Belgique, l'obligation scolaire est fixée à 18 ans. Dans la majorité des cas, mais dans le cadre où on trouve une formation, on peut arrêter l'école à 16 ans pour être sûr par après d'être inséré via un travail donc dans le monde professionnel. Et donc, à la suite de cette petite affirmation, j'aimerais vous demander, est-ce que vous ne trouvez pas que 15 ans, c'est un peu trop tôt pour arrêter cette obligation? Bah moi, c'est un peu... Enfin, je réponds en même temps à la question, en même temps peut-être pas, mais en fait, je trouve que je m'attendais presque à pire, tu vois, que l'âge minimum, je pensais que ça serait même... Bon, peut-être que je vais aller dans les extrêmes, mais peut-être, tu vois, 12 ans ou 14 ans, un truc comme ça. Dans des pays peut-être beaucoup plus pauvres ou qui ont peut-être qui ont moins l'occasion justement d'apprendre et qui sont, comme on disait, peut-être plus amenés à aller plus vite. Les enfants doivent plus vite aller au travail pour pouvoir aider leur famille, etc. Donc, même si, évidemment, je pense que tous les enfants devraient avoir l'obligation jusqu'à 18 ans, parce que, voilà, on est tous là pour apprendre, etc. Mais, j'espère que voilà, mais en tout cas, moi, je trouve que 15 ans, c'est pas mal, même si, bon, dans le meilleur des mondes, il faudrait que ce soit pour tout le monde plus, quoi. Mais... Ouais, moi je trouve que 15 ans c'est quand même très peu parce que si je me trompe pas, ça fait longtemps que je n'ai plus 15 ans, mais j'imagine que pour nous c'est à peu près 3e secondaire, j'imagine. Pour moi, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Comme j'ai dit, je comprends qu'en Indonésie, le contexte économique fasse que, voilà, mais je me vois pas en Belgique, je me verrais pas dire à des enfants de 15 ans, vous pouvez choisir si vous allez ou non à l'école. Comme tu disais, il y a le fait de pouvoir à 16 ans s'orienter plus professionnellement et ça c'est super, mais moi je trouve que c'est bien que en général, ce soit 18 ans l'obligation scolaire en Belgique, et je trouve que 15 ans, ce serait pas top ici, quoi. Moi, je pense que c'est aussi un peu du cas par cas, du coup, dans le sens où, en soi, comme dans un état justement pauvre où tu as vraiment besoin et qu'évidemment ce soit volontaire de l'enfant, que c'est pas poussé ou forcé de travailler dans le futur, c'est bien que ce soit vers 15 ans, si l'enfant est d'accord. Mais je trouve quand même aussi que l'enfant, il doit aussi profiter de sa jeunesse, quoi. Et c'est généralement pendant la période scolaire que, certes, tu apprends des choses et autres, mais du coup, tu as plus de temps pour pouvoir faire des hobbies, de découvrir des nouvelles passions, etc. et tout. Et donc, en fait, 15 ans, pour un enfant qui n'a pas forcément envie de se lancer dans le monde du travail pour aider ou autre, c'est trop tôt. Parce que du coup, il n'a pas le temps, pas même s'il avait envie de découvrir et tout, il n'a pas le temps de vraiment profiter pleinement de sa jeunesse. Il se lance direct dans le monde du travail et souvent sans rien, comme info de comment faire. Du coup, je
Je pense que ça dépend des situations quand même, mais que majoritairement, c'est trop tôt. Ok. Je propose qu'on passe à une deuxième Mais info oui. ou un tox. Alors, au Japon, les élèves font le ménage de leur école eux-mêmes. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une info ou une intox? Bah, d'un côté, moi j'ai l'impression, en tout cas de la vision que j'ai du Japon, c'est tout très propre. Donc je me dis que dire que les enfants et que les élèves mettent la main à la pâte, moi ça m'étonnerait pas. Donc moi je dirais que c'est une info. Ok. Moi je dirais quand même que c'est une intox. C'est vrai qu'il y a ce côté très, je vais pas dire strict, mais on a un peu cette image qu'au Japon, bah, il y a toujours tout est bien dans les lignes et tout, mais je pense quand même que ça peut un peu abuser le faire le ménage. Alors moi, je vais me fier à ma plus grande passion, c'est les animés mangas. Il y a des scènes où les élèves nettoient dans les écoles et tout. Donc je pense que c'est une info parce que ce serait bizarre qu'ils le mettent dans ce genre de contenu, que ce soit même dans les dramas japonais et autres. Vraiment, c'est des séquences qui se passent souvent, donc je pense que c'est une info. Eh bien oui, c'est une info. Et en plus de devoir nettoyer, ce nettoyage est un cours obligatoire dans l'horaire. Ah oui, Donc, c'est d'accord. vraiment un nettoyage obligatoire. À la fin de chaque journée de cours, le professeur en charge de la dernière classe va diviser la classe en plusieurs tâches. Et alors, les élèves doivent nettoyer. Souvent, c'est la classe, le couloir et la cage d'escalier près de là où ils sont. Et donc, c'est vraiment obligatoire. Et donc, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, ça pourrait être une bonne idée, en sachant que cette initiative est là pour essayer de faire comprendre l'importance du matériel et du respect du matériel et des locaux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devrait faire ça? Je sais pas si ce serait applicable en Belgique, j'avoue. Je sais pas si on est assez... les enfants, les étudiants, etc. sont assez... je sais pas comment dire, mais pointilleux et assez respectueux, entre guillemets. Est-ce qu'on a peut-être pas les mêmes valeurs finalement qu'au Japon, où comme tu disais, c'était vraiment pour prendre conscience de l'importance du matériel, etc. Je suis pas sûre que ça fonctionnerait en Belgique en tout cas. Mais je me demande du coup si ça permettrait pas justement de ouvrir les yeux justement aux jeunes sur cette forme de respect, parce que comme tu as dit, on n'a pas les mêmes valeurs, mais du coup est-ce que ça permettrait pas justement de mettre cette valeur en place? Ah si. Parce qu'en soi, je trouve que moi, personnellement, c'est une bonne chose, parce que comme tu as dit, c'est une question de respect, de matériel et tout, qu'on voit les états des écoles. En tout cas, moi, à mon époque, c'était un bordel. C'était horrible, c'était vraiment les fameuses toilettes qui sont dégueulasses comme jamais, on va pas en parler non plus. Mais vraiment, aussi, je trouve aussi que ça permet aussi apporter plus d'indépendance à la personne pour le monde futur. Parce que du coup, imaginons quand tu quittes le domaine familial et que tu vas vivre tout seul, tu sais pas forcément tout ce que tu dois faire, les produits autres que tu dois faire pour le nettoyage. C'était vraiment à l'air libre, à ta propre perte. Et du coup, je trouve que c'est bien. Parce que du coup, ils auront plus de connaissances dans ce domaine et de comment faire les choses bien. Et du coup, il y a aussi cette forme de fierté aussi qui peut apporter en mode voilà, je suis capable de faire ça, je peux aussi montrer ça à mes parents à la maison ou alors faire ça dans mon coin et tout. Et non, je trouve que ça peut être bien. Et si je peux juste donner mon avis aussi, Bien sûr. je trouve que ça pourrait être une bonne chose parce que malheureusement, j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie d'étudiante, bon, j'ai 17 ans, il faut que je me calme quand même, des jeunes en train de jeter les crasses par terre et dire je m'en fous, il y a des gens qui nettoient. Mais je trouve que ça pourrait aussi apprendre cette notion de respect du personnel d'entretien parce que ils sont pas là pour ramasser nos crasses. Bah oui. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est vrai que comme Victoria disait, ça permettrait peut-être de responsabiliser aussi pour plus tard. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec votre avis. Mon Romain était un peu plus sceptique, mais moi je suis tout à fait d'accord. Mais je sais pas si ça marcherait en Belgique, mais... oui, non, mais c'est ça. Mais justement, il y a peut-être des choses desquelles on devrait s'inspirer parce que franchement, on voit qu'il y a quand même de bonnes choses. En tout cas pour ces derniers points qui sont mis en place. Mais malheureusement, on arrive déjà tout doucement à la fin de notre émission, donc je ne vais pas faire en sorte qu'on poursuive trop le débat. Mais on va quand même pas vous laisser comme ça, vous inquiétez pas, ne pleurez pas autour de la table. On va quand même faire une dernière petite séquence, il n'y aura pas de débat après, mais on va faire une séquence qui s'appelle le What's Next. Alors en gros, le What's Next, c'est très simple. On va demander à chaque chroniqueur de
s'exprimer sur un point qu'il veut et c'est en fonction d'une petite question que je vais leur poser. Ici, en l'occurrence, on a choisi de voir qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez ministre de l'enseignement, de l'éducation, vu qu'on a beaucoup parlé des réformes, qu'est-ce que vous, si vous pouviez choisir quelque chose à faire, vous feriez? Roman, toi, par exemple, si tu pouvais être ministre du prochain gouvernement, qu'est-ce que tu ferais? Ben, moi, je ne vais pas être trop long parce qu'on en a déjà un peu parlé, mais en tant que, plutôt au niveau de l'université, moi, je trouve que valoriser vraiment la pratique et tout, comme on disait, ça pourrait vraiment être important. Donc, voilà, je ne vais pas m'éterniser, mais je trouve que ce côté mettre en avant la pratique et justement ne pas avoir que la théorie à l'université, je trouve que ça pourrait être super intéressant. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, franchement. Et Jousia, Victoria, je sais pas laquelle des deux commencer. Alors, moi, si j'étais ministre, je pense que je m'intéresserais énormément au sujet du harcèlement scolaire. Parce que malheureusement, c'est un sujet qui est toujours dans le quotidien de beaucoup d'élèves et qui, malheureusement, est là, alors qu'il ne devrait pas l'être. Je pense que j'ai ouvert les yeux à cette situation quand j'étais en 2e secondaire, lorsqu'un ami proche à moi a fait une tentative de suicide à cause de harcèlement scolaire. Et donc, et que la direction n'a jamais puni, malheureusement, les harceleurs. J'ai trouvé ça, mais juste complètement injuste. Et donc, je pense qu'en tant que ministre, je créerais des espèces de formations pour que, par exemple, aux directions, professeurs, éducateurs, afin de prendre des sanctions logiques, des sanctions qui sanctionnent, pas qui ne sanctionnent pas. Et donc, mais pas que, je pense qu'aussi, il devrait avoir un travail de confiance. C'est pas le terme confiance que je cherche, mais par exemple, créer un climat de confiance entre les profs et les élèves. Par exemple, dans mon école secondaire, enfin dans mon ancienne école du coup, les profs avaient créé quelque chose qui s'appelait la cellule d'écoute. Et donc, en fait, c'était quand un jeune avait un problème qui soit personnel, scolaire, peu importe, on pouvait aller parler à des professeurs qu'on avait ou qu'on n'avait pas, et qui essayaient de nous donner des petits conseils. Et si ça devenait trop grave, essayer de faire un lien entre le PMS et l'élève, si l'élève était un peu trop gêné pour aller au centre PMS. Mais en tout cas, je trouve que c'était un truc super important parce que savoir parler des choses comme ça quand on est victime du harcèlement, il faut le faire. Et c'est pour ça que moi, je pense que je travaillerai à fond sur ça en tant que ministre. C'est un très beau projet. Et ça rejoint un peu justement ta toute première question de ta séquence. Et je voulais voir si toi, Victoria, tu avais une autre idée, sauf si tu veux reparler de harcèlement, mais si tu avais une autre mesure comme ministre que tu ferais. Si j'étais ministre, moi je penserais plus. Le harcèlement, tout ça, c'est vraiment bien. Hein. Pas bien l'harcèlement du coup. Pardon. Mais le fait de gérer ce problème-là. Mais je pense qu'il y a un autre problème qu'on ne voit pas assez, c'est le fait qu'on ne prépare pas assez les étudiants et les jeunes au monde du travail. Dans le sens où quand tu as fait tes études, tu sais pas comment faire un CV, tu sais pas comment faire ta lettre de motivation, tu sais pas comment gérer un entretien et tout ça. Et en fait, tu sais pas les bases, genre aller faire tes demandes d'allocation de chômage, te faire aller ton inscription au forum. Tu sais rien de tout ça, t'arrives là, bonne poire, et t'es là en mode, bon, je fais quoi je vais essayer de demander un travail, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ce serait bien de faire des espèces de mini-formations, même, tu sais, 2 heures de cours, même pas, où tu apprends à faire un CV, une lettre de motivation, ou des mises en situation d'un entretien d'embauche, comment être habillé, vraiment à mode l'importance de l'image et autres. Je pense que si j'étais ministre, je mettrais ça en avant. Belle mesure, belle mesure. Moi, je pense que en 2 mots, en tant que ministre, je trouve que c'est pas, comme je vous l'ai dit, je trouve que le fait de limiter le nombre d'années, parfois, ça peut être bien, en fonction du contexte, mais je trouve qu'il faut aussi vraiment faire un accompagnement pour les cours qui posent problème, pour les fameuses casseroles. Donc moi, ce serait globalement, je sais pas, mais par exemple, j'ai une amie qui a repassé 5 fois un cours, donc je pense qu'il y a des cours comme ça, il faudrait plus d'accompagnement pour justement ne pas faire en sorte que les élèves soient un peu exclus du système universitaire ou haute école, mais qu'ils soient accompagnés pour justement pouvoir réussir en assez peu de nombre d'années leurs études. Donc moi, si j'étais ministre, ce serait ça que je ferais. Et c'est sur ces belles mesures qu'on va finir l'émission. Donc j'espère qu'à la maison, ça vous a plu. Je pense pouvoir dire à notre nom, à toutes les 4, que c'était un plaisir, j'espère en tout cas. Oui. En tout cas, si vous voulez la revoir, n'hésitez pas, vous pouvez la voir en différé sur YouTube, Ovio
également sur Védia. Le thème du système scolaire Scanner, il le traite également en radio et à l'écrit ce mois-ci, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et si vous voulez avoir toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, Insta, LinkedIn, bref, sur tous les réseaux sociaux. Et on a également un site internet, c'est www.scan-r.be. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau thème. Et d'ici là, je vous dis à bientôt!